Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter l'année 1. Notre groupe est composé par Angie Camila Ortiz, Franci Parada et Daniela Peña. Donc, cette année se traite des aspects techniques de la description des niveaux de résultats en langue. On y débat de la formulation des critères, de descripteurs, puis on y inventoire les méthodes d'élaboration des échelles. Bon, dans un premier lieu, on a la formulation des descripteurs. Donc ici, l'expérience de l'étalonnage en évaluation de langue, la théorie de l'étalonnage dans les champs plus entendus de la psychologie expérimentale et des préférences d'enseignants lorsqu'ils sont consultés suggère la mise en œuvre des lignes directrices suivantes pour l'élaboration des descripteurs. La première ligne directrice, les échelles de compétences centrées sur l'examinateur, comme les barèmes de notation des examens, ont pour caractéristique commune la formulation négative des niveaux inférieurs qui sont ceux où se trouve la majorité des apprenants. Il est certes plus difficile de définir un faible niveau de capacité en disant que l'apprenant est capable de faire plutôt ce qu'il ne sait pas faire. Mais si l'on veut qu'une batterie d'échelles de compétences serve non seulement à répartir et classer des candidats, mais aussi à définir des objectifs, il est alors préférable d'en avoir une formulation positive. On peut, dans certains cas, formuler les mêmes points de manière négative et de manière positive, par exemple en relation avec l'entendu du discours. Bon, ici, on a la formulation des descripteurs et se suggère la mise en œuvre de lignes directrices suivant pour l'élaboration des descripteurs. On a la formulation positive et la formulation négative. Dans la formulation positive, on a possédé un répertoire de bases de discours et des stratégies qui les rendent capables de faire face aux situations prévisibles de la vie quotidienne. Et aussi, il possède un répertoire de bases de discours et des stratégies suffisantes pour la plupart des besoins de la vie quotidienne. Le vocabulaire tourne autour des domaines tels que les sujets usuels, les lieux, les liens de parenté les plus courants. Produit et reconnaît un ensemble de mots et de phrases appris par cœur. Et finalement peut produire des expressions quotidiennes brèves afin de satisfaire des besoins concrets dans les domaines des salutations, de l'information, etc. Dans la formulation négative, possède un répertoire de discours étroit qui oblige à reformuler et à chercher des mots constamment. Et une compétence limitée provoque des ruptures de communication fréquentes et des malentendus dans les situations inhabituelles. Rupture de communication due au contraire de la langue impose un message. Et ne possède qu'un vocabulaire limité, des mots d'expression, de portée limite dans la communication de pensées et d'idées. Ne peut produire que des numérations de mots et d'énoncés tout fait. Ne possède que le répertoire de la langue les plus élémentaires sans aucune preuve ou peu de preuve de la maîtrise fonctionnelle du discours. Et ici, on a la méthodologie d'élaboration des échelles. L'existence d'une série de niveaux présuppose que certaines choses peuvent être placées à un niveau plutôt qu'un autre et que la description d'un niveau donné d'habilité dans la performance de ces choses appartient à ce niveau plutôt qu'à un autre. Ceci suppose qu'on applique de manière consistante une forme d'étalonnage
qu'il existe plusieurs façons possibles de placer des descriptions de compétences langagières à des niveaux différents. Les méthodes existantes peuvent se répartir en 3 groupes: les méthodes intuitives, les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. La plupart des échelles de compétences langagières disponibles ainsi que de notre ensemble hiérarchisé de niveau ont été élaborées selon une des 3 méthodes intuitives du premier groupe. Le mieux est de combiner les trois approches dans un processus cumulatif de complémentarité. Bon, ici, on a les méthodes intuitives. Bon, ces méthodes n'exigent qu'un recueil méthodique de données. Elles ont seulement pour principe l'interaction de l'expérience. Le numéro 1 est nommé expert. On demande à quelqu'un de rédiger une échelle, ce qui peut être fait par la consultation des échelles existantes des programmes et de toute autre source de matériel pertinente, véritablement après avoir entrepris une analyse des besoins du groupe cible en question. On peut alors expérimenter et réviser l'échelle en interrogeant des formulateurs. Le numéro 2 est nommé commission. Il s'agit d'un petit groupe d'experts entouré d'un groupe plus important de consultants. Les évaluateurs font l'objet de commentaires la part des consultants. Ces dernières peuvent fonctionner intuitivement sur la base de leur expérience et sur la base de la comparaison d'apprenants ou d'échantillons de performance. Le numéro 3 est nommé expérimentation. Est un petit groupe de gens qui se réunit en commission afin de parvenir à une même compréhension des niveaux et des critères. L'expérimentation systématique et le feedback peuvent permettre ensuite un affinement de la formulation. Donc, on a ici les méthodes qualitatives. Donc, toutes ces méthodes impliquent des ateliers de travail réduits avec des groupes d'informateurs et une interprétation qualitative plutôt que statistique des informations recueillies. Donc, on a premièrement un concept clé que c'est la formulation, où on parle une fois que l'on dispose d'une ébauche d'échelle. Une technique simple consiste à la découper et à demander des informations représentatives des utilisateurs. Ici, on parle de classer, c'est-à-dire les définitions de ce qu'ils jugent être l'ordre convenable de justifier et ce jugement, puis une fois relevé la différence entre l'ordre qu'ils ont choisi et l'ordre prévu. Et finalement, on a identifié quels sont les points clés qui les ont aidés ou embrouillés. Dans l'autre, on a performance. On apparaît les descripteurs et des performances types dans le cadre de chaque niveau afin d'assurer la cohérence entre ce qui a été décrit et ce qui s'est passé. Et finalement, on a trait primaire des informateurs individuels classant des productions. Dans ce cas, ils sont généralement écrits, puis se négocient un classement commun. Les principes selon lesquels les écrits ont été effectivement triés et alors identifiés et décrits pour chaque niveau en prenant soin de mettre en évidence les traits manquants de chaque niveau. Ce que l'on décrit, c'est les traits qui déterminent les classements. De la même manière, on a décision binaire. Une autre variante de la méthode fondée sur un trait principal consiste à créer d'abord les échantillons représentatifs en pile par niveau. On identifie ensuite les concepts clés au cours d'un débat focalisé sur la limite entre les niveaux. Cependant, le trait en question est alors formulé comme une brève question critériée de type oui ou non. Et on a le jugement comparatif qui est des groupes discutant de performance et explicitant laquelle est la meilleure et pour quelles raisons afin de repérer
les métalangages utilisés par les correcteurs et les traits marquants de chaque niveau. Et finalement, on a tri de tâches qui lorsqu'on dispose d'une ébauche de descripteurs, on peut demander aux informateurs de les classer selon les catégories ou les niveaux qu'ils sont censés décrire. On peut également demander aux informateurs de commenter les façons possibles d'ajuster, amender et ou de rejeter les descripteurs et d'identifier ceux qui sont particulièrement clairs, utiles et pertinents. Bon, finalement, on a ici les méthodes quantitatives. Bon, ces méthodes supposent une quantité importante d'analyses statistiques et une interaction prudente des résultats. La première est l'analyse discriminante. Dans un premier temps, on soumet à une analyse de discours détaillée un échantillon de performances qui ont déjà été notés, de préférence par un groupe. Cette analyse qualitative identifie l'incidence de différents traits qualitatifs et en fait les décompte. Aussi, on a l'élatonnage multidimensionnel. En dépit de son nom, il s'agit d'une technique descriptive pour identifier les concepts clés et leurs relations. Dans ce cas, on évalue les performances avec une échelle analytique de plusieurs catégories. Et bon, finalement, on a l'analyse théorique des réponses aux items. C'est une théorie relativement récente qui propose un ensemble apparent de modèles de mesure ou d'étalonnage, dont le plus simple et le plus solide est le modèle de Rasch, du nom George Rasch. Il est un mathématicien danois et essentiellement utilisé pour déterminer la difficulté d'items isolés dans une banque d'items. Si vous êtes à un niveau avancé, vos chances de répondre à une question élémentaire sont élevées. Si vous êtes débutant, vos chances de répondre à un item avancé sont très faibles. Le modèle de Rasch a permis de convertir ces faits très simples en une méthodologie d'étalonnage qui peut être utilisée pour calibrer des items sur une même échelle. Une utilisation de cette approche permet de l'utiliser pour étalonner aussi bien des descripteurs de compétences communicatives que des items de test. Bon, merci beaucoup pour votre attention.